Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Oxio, vendez sans tracas. Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre invité qui se nomme Louis-Philippe Dumoulin, pilote de course de NASCAR qu'on connaît très bien. Écoutez, il vient tout juste de terminer sa saison. Son moteur est encore chaud et j'ai la chance de l'interviewer tout de suite. Donc, on va savoir, est-ce que ça a été une bonne saison? Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté? Comment ça se passe à la maison aussi lorsqu'on est un pilote de course? Donc, j'ai bien hâte de pouvoir discuter avec lui. Je remercie toujours nos partenaires Canadian Tire, Albi d'Occasion et Oxio. Merci infiniment d'encourager le podcast RPM. Samuel, on poursuit aujourd'hui notre magasinage de véhicules d'occasion pour les gens qui écoutent le podcast. Et on a eu une question de Karim. Karim magasine un VUS 7 passagers pour une famille. Ah bon? Donc, nous sommes une famille de 6. Donc, on a besoin d'un VUS à 7 passagers avec suffisamment d'espace pour tout le monde et leur sac. Okay. On veut un véhicule assez polyvalent pour les activités du quotidien. D'accord. Donc, je ne sais pas si Karim a des enfants qui jouent au hockey ou des choses comme ça. C'est pas impossible. Grosso modo, on veut de la place. Grosso modo, ça nous prend de la place. Puis là, il est question de VUS et non de minivan. Malheureusement. Ben ouais. Mais parce que toi puis moi, on est des amateurs de mini-fourgonnettes. C'est ça le problème. Sauf que, oui, on précise un VUS 7 passagers. OK. Je respecte ça. Ben oui. Et fait intéressant, nous n'avons pas de budget. On n'a pas de budget. Non. Faut qu'il coûte rien? Non, la chose, c'est gratuit. Non, mais on n'a pas des limites budgétaires. D'accord. Donc, c'est plus clair. Je pense qu'on va pouvoir quand même se gâter. OK, allons-y. Là, j'ai sélectionné, en fait, dans la barre latérale du côté gauche, 7 passagers. C'est quand même un critère très précis de Karim. J'aime ce que je vois. MDX 2020, quand même 74 000 kilos, 44 000 $. Pourquoi pas déplacer ses enfants dans le luxe? Je comprends. Mais moi, je me dis, si on y va pour un véhicule d'une marque généraliste, on risque d'en avoir un petit peu plus pour notre argent. Je suis d'accord. Ne pas payer pour le logo Acura. C'est une bonne idée, là. Acura, on aime ça, c'est luxueux, tout ça. Mais bon. La fiabilité aussi qui est quand même intéressante, mais il faut savoir toutefois que les coûts d'entretien de ces véhicules-là peuvent aller très rapidement élevés parce que le système SH All-Wheel Drive, qui est plus performant, demande aussi des changements de boîtier différentiel plus souvent. Puis il y a même une enquête actuellement du NHTSA sur les moteurs V6. On va aller ailleurs. OK, Nissan Pathfinder 2023. Modèle de base, de base, milieu de gamme, là, disons. Et j'haïs pas ce produit-là. Ben quand même, on a beaucoup d'espace là-dedans, c'est ça qui est le fun. Un bon V6 aussi qu'on a à l'intérieur qui n'est pas sous enquête par la NHTS actuellement. Non, celui-là, non. C'est ça, OK. Hyundai Santa Fe? Ouais. Je suis quand même surpris de retrouver ça, là. 1562 km, probablement un démonstrateur. Ça doit être vraiment neuf. Modèle Luxury Turbo. Ah donc, oui, on va regarder pour le fun. Pas un modèle hybride, là, mais quand même... Oui, mais quand même intéressant. Ouais, bon niveau d'équipement, ça aussi là-dedans. Pas forcément besoin d'aller dans le véhicule, le tout équipé absolument. Ouais. Regarde ici, on a un Preferred Trend hybride. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime l'idée parce que ça permet d'économiser du carburant. Le niveau d'équipement vaut quand même la peine avec l'ensemble Trend qu'on ajoute. On a un toit panoramique qui va s'ajouter. Siège climatisé aussi, c'est intéressant. Là. OK, on continue nos recherches. On a du Nissan Armada. Ça, c'est peut-être pousser le bouchon un peu fort. Kia Sorento, intéressant en Formule 6-7 passagers, mais plus petit quand même que les autres. Il faut noter ça. Puis, Karim précise quand même qu'il veut de la place pour tout le monde et leur sac. Là. Fait que j'imagine que ça prend de l'espace à l'intérieur quand même. On a beaucoup de Pathfinder quand même. QX80 ici d'Infiniti. V9 puis GV80. OK, on va s'en tenir, je pense. Tu sais, du Nissan Pathfinder, on en a beaucoup. On a beaucoup d'espace là-dedans. Santa Fe, je déteste pas, mais c'est quand même plus petit, il faut être honnête. Plus petit qu'un Pathfinder. Puis regarde, ici, on a des options. Là. Un Platinum cuir toit panoramique, c'est quand même bien équipé. Un autre Platinum ici d'une autre couleur avec le toit noir. Un peu gris. J'aime ça, moi. 29 000 kilos, c'est intéressant. Ici, on en a un blanc, 15 000 kilos. Oui, donc il y a du choix en masse là, dans ces véhicules-là. Un noir ici, on en a un autre blanc. Ouais, puis la valeur est assez respectable quand même des produits. Là. Oui, parce que, mettons, un Platinum, là, flambant neuf, c'est au-delà de 60 000. Ouais. Fait que là, on est quand même, on sauve quelques milliers de dollars, c'est bon. Moi, j'irais pour ça, un Pathfinder 2024. Si vous voulez pas d'équipement tant que ça, il y a aussi la version SL là, qu'on a vu un peu plus tôt, là, milieu de gamme, si on veut. Qui garde la même motorisation.
Oui, absolument. Mais là, Platinum, on a plus d'équipement. Coûte un peu plus cher, mais on en a un petit peu plus. Là. Capacité de remorquage aussi. Si un jour Karim a besoin d'avoir une tente roulotte à l'arrière ou quelque chose, ça sera possible d'avoir ce genre d'attelage-là. 6 000 livres, c'est quand même intéressant. Donc, Nissan Pathfinder, il y en a beaucoup. Choisissez celui que vous voulez là-dedans. J'adore le conseil. Sur le site de albioccasion.com, vous avez plein d'autres véhicules d'occasion qui sont disponibles également. Continuez de nous envoyer vos questions. On va essayer d'y répondre le plus possible dans le podcast. Bonne écoute. Louis-Philippe Dumoulin, bonjour. Bien, bonjour. Quel plaisir de te rencontrer au podcast RPM. Merci de me recevoir ce matin. Bon, là, les gens savent que tu es un pilote professionnel. Tu es un pilote de NASCAR. Et j'ai envie un peu de commencer avec ça, à savoir pourquoi tu as choisi le NASCAR. Moi, on dirait que ça me surprend tout le temps parce que, tu sais, on a des pilotes, j'ai parlé avec d'autres pilotes qui font de la drift, des pilotes qui font du stock car. Mais là, toi, tu as choisi le NASCAR. Puis on dirait que ça me surprend tout le temps un peu au Québec que les gens s'intéressent à ça. C'est tellement pas une culture qu'on a développée ici. Pourquoi toi, tu as décidé de faire ça? C'est une longue histoire, je vais essayer de faire courte, mais si on se met dans la situation que, bon, tu pars avec un petit cul de Saint-Maurice dans le coin de Trois-Rivières, un rang de campagne. Mon père, c'est un prof d'édu qui est devenu professeur de mécanique. Il a fait de la course auto, mais sérieusement, mais avec les moyens du bord, comme on peut dire. Mon frère et moi, on a évolué en montant les échelons de la Jim Russell à Mont-Tremblant comme mécanicien sur les voitures d'école. Là-bas, c'est des Formule 2000, Formule 600. On a réussi à monter parce qu'on était capable de faire de la mécanique. Évidemment, mon père nous a enseigné. On était passionnés de ça. Perso, vraiment, j'étais passionné de compétition, de sport, de basketball, de soccer, rugby, football. Ça, c'était mes gros sports que j'aimais beaucoup. J'ai joué à n'importe quoi. Et évidemment, il y avait les sports moteurs dans notre famille qui gravitaient tout le temps. Ton père en faisait... Mon père, mon frère, évidemment. Mon frère, j'ai été chanceux. J'ai un frère qui est plus vieux que moi, qui est excellent pilote automobile, lui aussi professionnel. Donc, il a gagné les 24 heures de Daytona, qui a gagné des championnats en Grand Am. Pour la faire courte, l'histoire, c'est qu'en évoluant là-dedans, sans argent, à un certain moment donné, moi, j'ai gagné beaucoup de courses en formule. Sur Formule 600, Formule 2000, je me suis rendu jusqu'en Formule Atlantique. Et puis, ensuite de ça, on manquait d'argent. Les commanditaires du tabac, comme dans le temps, il y avait la filière Players. C'est vrai, les voitures avaient des cigarettes sur le côté. Des cigarettes, il y en avait partout. Il y en avait en Formule 1, en Formule Indy. Puis quand j'étais jeune, c'était ça qu'on visait. Mon frère et moi, on n'avait pas l'argent pour faire du karting et ces choses-là. Fait qu'on a fait un peu par la porte en arrière. On a gravité dans les formules directement, Formule 600, 2000, puis en montant. Donc, après la Formule Atlantique, ça ne fonctionnait plus. J'avais pas d'argent. En fait, je m'étais endetté énormément pour faire la Formule Atlantique. Des montants que je n'irais pas dans les... C'était dans les 6-0 dans ces années-là. Puis, tu peux dans les 6 chiffres, excuse-moi. C'était... Des 100 000, 200... J'étais dans la merde, là. Okay. Ça a pris beaucoup d'années pour me sortir de la merde, des paiements par mois qui étaient au-dessus de 1800 $. Puis là-dessus, il y avait une bonne partie qui allait sur les intérêts et non pas sur le capital. Ah, puis là, t'es pas logé. Moi, je restais dans le sol chez mes parents, rendu là. J'avais 22 ans. Puis je venais de gagner le championnat de Formule Ford, le championnat canadien avec le record de victoire, tout. Puis j'ai été faire l'Atlantique. Un move que j'aurais pas dû faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à faire beaucoup de temps de piste pour le beaucoup d'argent qu'on a mis. Et puis, cette année-là, en Formule Atlantique, il y avait des gros noms. J'ai pas pratiqué vraiment. Je me suis un peu mis dans la gueule du loup pour les performances. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais parce qu'évidemment, je savais que j'étais endetté. Si je la mettais dans le mur, je m'endettais encore plus parce que il faut que tu mettes un dépôt. Fait que là, il y avait ça a été des années incroyables. Là. C'était de la merde. C'était vraiment pas facile. Et puis, par la suite, mon père m'avait tout le temps dit, petit gars, si tu veux faire de la course, les autres, il n'y avait pas d'argent, mes parents. Fait qu'il faut tout le temps que tu gardes un plan A. Faut que tu continues à aller à l'école. Mais ça me tentait pas. T'avais envie de faire de la course. Avec mon plan A, moi, c'était plus de la course auto. Fait que je me cherchais beaucoup. Bon, j'ai continué à aller au cégep. En même temps, d'essayer de faire des ride and drive dans le temps. Je pense que dans le monde automobile, tout le monde connaît c'est quoi des ride and drive. J'ai été aidé beaucoup par plusieurs personnes là-dedans, des amis proches. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu l'expliquer un peu? Un ride and drive, c'est, exemple dans le temps, les Québécois, probablement vous connaissez la tournée des sommets. Si vous aimez le ski, on se présentait d'une pente de ski à l'autre avec des nouveaux véhicules Volkswagen. Et on les faisait essayer directement au sommet, à Stoneham, à Mont-Saint-Anne. Puis nous, on était payés comme pilote professionnel pour s'assurer que les voitures se rendaient bien à la station de ski. On faisait faire les essais en sécurité, puis on revenait remettre les voitures
À Blainville dans le temps. Donc, toi, ça te donnait un salaire à quelque part. C'est le salaire que je prenais pour payer mes dettes de course. Fait que là, la Formule Atlantique, ça t'a vraiment Ça m'a fait mal dans ces années-là. Et puis, là, en même temps, j'essayais d'étudier à l'université, mais c'était pas facile. Puis là, à l'université, je ne savais pas où je m'en allais parce que moi, mon plan A, c'était la course auto. Mais là, petit gars, il s'était dit, on va aller à l'université en marketing. OK. Parce que ça prend des commandites. Si tu veux aller faire des courses de voiture, ça prend des commandites. Tout est dans tout. Fait que tout est dans tout. Fait que je continue à m'entraîner, faire mes sports, faire du karting un peu parce que là, à ce point-là, j'étais réussi avec mes amis de PSL puis Karting Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. Je réussis à m'entraîner en faisant du karting puis garder la main sur les véhicules. Pour rester un peu aiguisé. Là, pour rester aiguisé. J'ai d'autres personnes qui m'ont aidé à rester en Grand Am Cup. Dans le temps, c'était des courses d'endurance. Mon frère courait à temps plein là-dedans. Il gagnait des championnats, il gagnait des courses. Donc, au moins, JF, de son bord, lui, il réussit à bien faire. Il continuait à garder le flambeau haut, mais moi, de mon bord, ça rushait. Ça, c'est dans les années 2002, 3, 4, 5, 6. T'sais. Et puis, je réussis à faire des courses d'endurance quand même. J'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé à travers ça. Et puis, je continuais mon marketing. Fait que là, j'ai continué un bon bout à l'université. J'ai pas terminé parce que à un certain moment donné, il fallait que je fasse plus de ride and drive. J'ai réussi encore là à bien évoluer là-dedans avec du bon monde qui m'ont pas lâché puis qui ont réussi à m'en donner tellement que j'étais capable de payer mes dettes. Et puis, mais j'avais encore une chose en tête, faire de la course auto. Et puis, on revient à ta question du départ. Pourquoi je me suis retrouvé en NASCAR? C'est que NASCAR, c'est une série qui est vraiment alignée vraiment avec les commanditaires. Le marketing, s'assurer que ça soit un win-win deal avec tes partenaires. C'est un show, ça dit. Tu gagnes le dimanche puis tu vends le lundi. Tu dis, you win on a Sunday and you sell on a Monday. Fait que c'est ça le NASCAR. Il y avait, dans ce temps-là, je le voyais aller. Je suis tombé un petit peu plus intéressé au NASCAR, mais au début, j'étais un gars de formule. Ou un gars de sports car. C'est pas mal plus ça. C'est un peu ça que je comprends depuis tantôt. Le NASCAR est souvent vu aussi la course en rond, là, les autos tournent. Je sais que c'est pas ça dans la vraie vie. Là. Je sais que c'est quelque chose d'être là-dedans. On en reparlera comme il faut. Là. Mais clairement, tu n'as fait. Clairement, t'es pilote professionnel. Mais la formule, clairement, c'est quelque chose de peut-être un peu plus. Il y a des courbes, il y a des agilités aussi. Il y a quelque chose de différent là-dedans. C'était-tu un deuil pour toi de te dire je me lance en NASCAR pour le côté marketing, le côté un peu plus avec commanditaire? T'as-tu dû tourner une page sur quelque chose? Ou? Oui, c'était un peu un deuil, mais en même temps, j'ai réussi quand même à continuer à faire les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring, faire beaucoup d'entraînement à karting, puis même je fais du prototype aussi par la suite à travers ça. Donc, j'ai réussi à quand même garder le côté. Mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est que c'est très physique, c'est très athlétique, c'est une conduite qui est beaucoup plus précise. En formule. Puis ça, j'adore ça. Fait que donc, je pense que je le retrouve justement, comme je vous dis, avec en faisant du karting, puis l'entraînement, je fais avec le karting. Le stock car, je n'étais pas convaincu au début. J'ai commencé, mon frère a décidé, lui, d'essayer en 2007, si je me rappelle bien, c'est des NMS ou je suis plus sûr, le ACT. En tout cas, ils sont venus à Trois-Rivières, au Grand Prix de Trois-Rivières, pour faire un genre de course démo. Mon frère a embarqué là-dedans. Et puis, dans ces mêmes années-là, la CASCAR est devenue NASCAR Canada. Et puis là, je voyais ça aller. Puis moi, ça flottait mon affaire. C'était pas parfait. Je réussissais, comme je vous disais, à faire des courses d'endurance. Mais ça, c'était une ride à l'autre. Puis tu sais, on était dépendants tout le temps. Puis là, un moment donné, je voyais ça aller. Puis c'était de plus en plus sérieux NASCAR Canada. Puis je me suis dit, ça c'est du marketing. Ça, tu peux te trouver des commanditaires. Puis il y a une retombée. Le package TV est bon, les publicités sont bonnes. Tu peux vraiment avoir quelque chose à vendre. Tu as un show à vendre, puis c'est NASCAR. NASCAR, c'est big. C'est connu. C'est connu. On dit le mot NASCAR, on a toute l'image de c'est quoi. Exactement. Au moins en Amérique du Nord. Là, oui, voilà. Fait que là, dans ces années-là, je me dis, bon, ben là, il va peut-être falloir que je pense à aller vers ça. Tu sais, c'est des gros bolides. La première fois, j'ai chauffé ça, là. Pourquoi? C'est gros? Parce que mon frère, lui, il continuait à faire des courses d'endurance, puis par la bande, on avait réussi à avoir un bon deal sur une voiture de NASCAR Canada chez Scott Stickley, puis de mon côté, moi, j'étais sports car encore, puis il demandait on va tester à 100 heures, puis mon frère JF, il est tout le temps aimé ça embarquer dans n'importe quoi. Là. Dans ce temps-là, il faisait de la Toyota Echo, je pense, qu'il avait, c'est avant la Micra. Puis
il courait là-dedans, puis là, ben, il y avait le gros stock car. Puis moi, j'avais jamais essayé ni un ni l'autre. J'avais jamais essayé l'éco, puis j'avais jamais... C'est très différent dans le spectre, là, mais il m'embarque là-dedans, ça en a. J'embarque dans le petit éco, je fais comme... Là, tu sais, t'arrives d'un bout de route, puis là... Il est où le power, là? C'est bien long, là. Ouais, c'est ça. Tu le tiens au bout, là, tu sais. de café, puis là, après ça, je débarque du éco, puis j'embarque dans le NASCAR que Jeff avait dans le temps. Et... Là, t'as le hood qui est à l'autre bout, t'as le pare-choc à Chibougamau, puis t'as le derrière... T'as un paquebot, là. Ouais, Cornwall, là, tu fais comme... là, tu sais, ça a du power. Puis dans cette année, il y avait encore des petits pneus, plus petits pneus dans cette série-là encore, dans ce temps-là. Fait que là, tu slides ça d'un bord, ça bougeait, puis là, tu sais, il y avait de la carrosserie, il y en avait à finir. C'est-tu vraiment, parce que j'ai jamais conduit de véhicule de NASCAR, tu comprendras, comme le commun des mortels, mais c'est-tu très mou comme véhicule? Ça fait-tu penser, mettons, à l'image de la grosse berline? C'est-tu comme la Malibu? Ben, non, c'est pas si mou qu'on pense. Ça peut être mou, dépendamment des réglages qu'on fait sur la voiture. Dans ces années-là, c'était un peu plus mou, oui. Maintenant, ça ne l'est plus autant. Là. OK. Ouais, puis on pense que d'une voiture NASCAR, on se dit, wow, c'est une grosse Malibu ou bien c'est une grosse. Maintenant, là, mais je veux dire. L'image aussi sont belles à cette heure-là. Ben oui, c'est ça. Des gros morceaux américains. C'est ça, mais nous autres, en tout cas, nos voitures sont toutes en. La carrosserie, c'est du fibre de verre. Là. OK. Wow. Puis c'est attaché avec le plus légèrement possible, mais à la fin, c'est un châssis tubulaire. Ouais, fait qu'il y a des. C'est sûr que c'est pas 4 suspensions indépendantes seulement en avant. Mais il reste que. Ça, c'est un solid housing, excuse-moi les termes anglais. Mais porte de torsion, là, comme. C'est dans le fond, c'est solide. C'est pas des suspensions indépendantes en arrière. Ah, c'est ça, une porte de torsion en arrière. C'est ça. Fait que, tu sais. En tout cas, ça pour dire que c'est quand même très performant parce que la façon qu'on les set up, qu'on fait nos réglages, c'est des voitures qui sont quand même très plaisantes à conduire. C'est sûr que ça dépend de la piste. Si tu vas à Trois-Rivières, c'est le fun. Mais on prend ce même véhicule-là et on l'amène à Mosport ou à Mont-Tremblant si on pouvait y aller. Mais là, on peut s'étirer les pattes, comme on dit. Puis là, on peut utiliser les horsepower, puis on peut vraiment leaner dans les virages. Puis c'est une piste qui est vraiment plaisante à conduire avec ce type de voiture-là. Mais bon, ça pour revenir avec les voitures NASCAR au début, j'étais pas sûr. J'ai embarqué là-dedans un peu à l'aveuglette. On a appris rapidement. Moi, ce que je faisais au début, c'était les circuits routiers. Et puis, les partenaires qui m'ont aidé au début croyaient dans notre programme. J'avais quelque chose à vendre. J'avais des retombées par rapport au marketing. On avait des retombées sur les commanditaires pour qu'eux aient de la bonne visibilité. J'ai réussi à bien performer au début. Puis, en 2011, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je m'alignais juste pour faire les 5 circuits routiers. T'avais quel âge à ce moment-là? En 2011, je vais avoir 30 ans à peu près. Début trentaine, mettons. Là. Ouais, début trentaine. Okay. Ouais, 32. Début trentaine, là, t'avais comme réussi à monter ton projet durant ta vingtaine pas mal. Là. Ouais. Là, tu sais, que j'embarque dans le NASCAR. T'as embarqué dedans, t'avais-tu aimé ça la première fois? Parce que là, de la manière que tu m'en parles, on dirait que. Ben, oui, j'avais aimé ça, mais comme je te dis, je me trouvais petit dans le véhicule. J'étais plus habitué d'avoir quelque chose de. Mes roues, je voyais mes roues, ou ben, tu sais, un sports car, c'est plus compact. L'idée de conduire comme en buvant une tasse de thé, là, un peu, là, tu pinçais le volant, puis là, tu le tiens à deux mains, puis... Ben là, c'est parce que, puis tu sais, c'est sûr que là, les voitures ont évolué en NASCAR depuis celles que j'ai conduites la première fois, puis celles qu'on conduit maintenant, là. Mais, tu sais, il y avait des gros volants, le steering box, il était fait que, tu sais, fallait que tu vires beaucoup pour être capable de faire le coin, tu sais. Fait que là, maintenant, les voitures sont plus comme ça en NASCAR, mais c'était une expérience assez unique. Et puis, tu te lances, là, j'ai début trentaine. J'ai réussi à faire très bien les circuits routiers. Puis dans le temps, c'était Brad Moran qui était le directeur NASCAR Canada, qui est maintenant le directeur NASCAR Cup. Brad Moran, c'est un gros nom. Puis on était tombé bien chum. Puis Brad m'avait dit LP, il dit t'es en avant au championnat des recrues. Si tu réussis à faire les courses de vagues qui restent, à la fin de la saison, tu pourrais peut-être gagner le championnat des recrues. Puis, en NASCAR, le championnat des recrues, c'est quand même quelque chose de big pour t'aider justement à aller chercher d'autres commanditaires l'année d'après. C'est-tu l'idée de la LHGMQ, tu tombes dans la LNH après? Ben, plus ou moins, non. C'est plus une façon de te faire voir puis de prouver que tu es vraiment bon puis que ça vaut la peine de continuer à mettre de l'argent puis du temps sur toi comme pilote. Donc, là, j'ai pas de voiture d'ovale. Fait que là, j'ai un de mes amis, Billy Burns, qui est ontarien, qui me prépare des suspensions avant
pour mettre sur ma voiture de circuit routier pour aller faire les 3 ovales qui restent à la fin de la T'achètes pas un autre char, tu te transformes lui que t'as. Ben là, c'est ça, mais le monde... Là, tes dettes à ce moment-là, ça allait-tu bien ou c'était là, ça faisait un bout que c'était réglé. Ça allait mieux, faisait là. une couple d'années, 3-4 ans. Non, là, les dettes, ils étaient un petit peu plus... Si t'en accumules par-dessus les dettes, il y a plein de conseillers financiers qui doivent capoter. capoter. J'étais pas plus riche, là. Mais au moins, tu sais, juste être à zéro quand t'étais bien bas, là, c'est le fun. Ça va bien. Ça va mieux. Ah bah oui, ça va très bien, même. Oui. Pas avoir de dettes dans la vie, c'est très bon. Fait que là, c'est ça. Donc, on met une suspension. Écoute, c'est artisanal quasiment. Puis là, je m'en vais me présenter à la première course d'ovale de ma vie à Barrie, Ontario. Ils appellent ça un bull ring. C'est un petit ovale. Puis là, tu mets 18-20 voitures NASCAR là-dessus. Combien de tours sur ça? C'est un 300 tours. C'est tellement petit. Fait que là moi, je 300 tours? Puis là, dans ce temps-là, je coachais des kids en karting qui étaient sur l'équipe de Lance Stroll. Ça, c'est une autre histoire de ma vie. Je coachais là, sur oui? Fait que là, j'étais à grand-mère le soir d'avant. Là, je suis parti de grand-mère dans l'après-midi de la piste de karting. Je suis parti de là, j'ai couché dans un truck stop, dans une van, pour me présenter à Barrie, Ontario, vidé. Ah oui, mais j'espère! Puis là, première fois, je vais faire une course d'ovale. Là, t'as les Scott Stickley, les Fitzpatrick, les Jason Hathaway, t'as DJ Kennington, mais on va faire 300 tours avec eux autres, dans un char de circuit routier, arrangé un peu en ovale. Suspension en bois, quasiment, là. Ouais, c'est ça. Là, Fred Caillou s'en vient. En tout cas... Là, j'arrive là, tu sais, t'es pas préparé. On a tout mis dans le trailer, mais là, on sait pas, on s'en va où. Là-bas, pour passer le tech, il y avait une grosse côte. Mais là, on n'avait pas de catou. Là, t'as une voiture d'ovale, c'est dur à pousser, ça. Tout est fait, pour virer à gauche. Mais c'est pas facile à pousser, surtout quand c'était fait artisanal. Ben oui. Hey, le monde sans haut, tech, pose pas le tech, parce que là, la voiture n'est pas faite on l'a pas faite parfaitement. Fait que là, on a repassé une couple de fois au tech, mais là, il a fallu la pousser plein de fois en haut. Oh my God, là, t'es vidé, puis tu t'en vas t'asseoir derrière le steering. Ben oui, là, ça, c'est une autre affaire. C'est que là, je m'enligne pour faire 300 tours avec une voiture qui est semi-ovale. Ouais. Puis là, tu te pognes avec les meilleurs du Canada là-dedans. Puis là, au début, je fais des ronds. Puis là, tu sais, j'essaie de comprendre. J'accroche le mur, un moment donné. Je fais comme, tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, là, j'ai dit, je vais-tu m'en sortir? Puis là, même en pratique, t'as Scott Stickley qui passe à côté de toi, qui s'accote sur toi un peu. Puis là, je fais comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? On rappe mes affaires. Puis là, tu sais, en routier, on se touchait un peu, mais tu sais, c'était en pratique, puis ça se mettait déjà à vouloir dire, hey, tasse-toi du cul, là. Ah là, c'est mes commanditeurs, mais oui, c'est ça. Mon rap va être du crap, puis tu sais, si tu calcules tout dans le temps, moi, t'as pas le choix, il faut que tu calcules toutes tes petites choses, ça coûte cher, là, de faire ça, là. Surtout quand tu commences, là, tout s'additionne. En tout cas, je me suis fait brasser. J'ai réussi à faire mes 300 tours, j'ai ramassé des points. Une chance, j'avais mon ami Ian Willis, peut-être il y en a du coup qui connaissent ça en course auto, l'équipe A-Motorsport à Toronto, les frères Willis, c'est des ingénieurs du monde qui ont gagné énormément de courses. Maintenant, Yann, il est avec Multimatic, puis Yann, il m'avait dit, je vais être spoté, parce que ça prend un spotter en aval qui sait ce qu'il fait. Là. Hey, lui, il avait mal au doigt. Là. Je pense qu'il a pris 3 batteries. Ah ouais, hein, il a pas arrêté. Inside out, j'avais du trafic. Moi, j'en revenais pas, je me faisais passer. Genre, en tout cas. Comment tu te sentais à ce moment-là? Pas très bien. Non, hein? Tu te sentais-tu comme dans ta place? J'étais fatigué. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, hein? J'imagine te dire, j'ai pris la mauvaise décision. Là. Ben, voyons donc. Puis là, tu sais, ramasse un point là, ramasse l'autre point là. On a réussi à gagner le Rookie of the Year à la fin de cette saison-là. On avait des bad luck de moteur, etc. Mais t'as finalement gagné la saison? Ben, le Rookie of the Year, des recrues, là. Ouais. Le champion des recrues, même si j'avais pas fait toute la saison. Ça, c'était en 2011. OK. Mais d'abord, t'as réussi à gagner des courses après, c'est ça? Après ce ovale-là? J'ai pas gagné de course. À cause des points de mes positionnements contre les autres recrues, j'ai réussi à gagner le championnat des recrues. Mais ça a fait que moi, je coachais aussi en Ferrari Challenge. Je coachais dans d'autres séries pour gagner ma vie. Et puis, j'ai coaché cette année-là à Sonoma, en Ferrari Challenge, Cooper McNeil, qui est le fils de David McNeil. David McNeil, qui est le CEO fondateur de WeatherTech. Je le coach je pense que c'est au mois justement d'octobre. Après, pendant la saison. Donc, c'était peut-être plus début septembre. Puis, j'avais été à Sonoma, je suis en train de me battre pour le Rookie of the Year. Puis, en tout cas, là, je rencontre David McNeil parce que je coach son fils Cooper. Puis, David me dit, ben écoute, tiens-moi au courant, puis on se parle, on jase. Puis, tu sais, David, il était venu au Canada.
OK. Puis il y avait des racines du côté est, dans le bout du Nouveau-Brunswick, comme moi, ma mère vient du Nouveau-Brunswick, donc blablabla, on jase. Ça fait bien. La même Quel bel place, adon, mais lui, il a déménagé à Chicago, il devait avoir même pas un an. Là. OK. Mais ça restait là. Puis là, quand on a gagné le Rookie of the Year, j'ai envoyé ça à tous mes partenaires ou à tout le monde que je connaissais ou des contacts. Puis j'avais envoyé à David. Puis David m'avait dit, sais-tu quoi, LP, comment ça fonctionne si on veut mettre notre nom sur, mettons, faire une saison complète avec toi, mettre le suit, la voiture, le trailer, tout, comment ça fonctionnerait, comment ça coûte. T'as-tu eu un petit moment de relâchement des épaules un peu? Là, non, là, c'est parce que c'est pas fait. Là. Rendu là, non, au contraire, c'était comme, un autre qui dit qu'il va t'aider puis que peut-être que ça va mourir dans l'œuf. Parce que ça, il y en a gros en course auto. Là. Okay. Les jeunes, moi, je l'ai eu, j'étais allé à Toronto, j'étais allé partout pour essayer de rencontrer du monde. Puis, tu te fais fermer la porte sur le nez souvent là, quand tu essaies de trouver des commandites. Par contre, là, j'avais un avantage. Je parlais avec le côté US directement. David McNeil, c'est côté US. Souvent, quand tu vas rencontrer une compagnie canadienne pour avoir une commandite, ils vont te dire on va en parler avec le US puis on va t'en revenir. Ouais, là, le US, il y a déjà des chauffeurs. Des fois, s'ils veulent pas te commanditer, c'est facile de dire le US a dit non, fait que ça marche pas. Ouais, bon. C'est pas qu'on t'aime pas, mais c'est ça. Là, c'était directement avec David. Puis là, j'avais mon plan marketing de monter avec des partenaires aussi qui m'ont aidé. C'est pas juste moi qui montais les plans marketing. C'est pas parce que j'avais étudié là-dedans que j'étais rendu un professionnel. Mais tu comprenais les mots et les termes, du moins. Exact. Oui, oui, tu savais c'était quoi, là. Il y a des termes en marketing, il y a des choses, il y a des façons de faire. Puis il y a la big picture aussi, tu comprends mieux quand tu fais ça. Fait que j'avais monté le deck. J'avais envoyé à David McNeil. Puis à partir de là, il dit parfait. Il dit t'as-tu une ride pour les 24 heures de Daytona? Oui, moi j'avais une ride cette année-là. Je pense que c'est un prototype. En tout cas, ils disent on va se rencontrer là, puis du côté canadien, ils vont être là. Okay. Côté WeatherTech, côté canadien, ils vont être aux 24 heures, tu vas pouvoir les rencontrer. Si tu fais une bonne impression, il dit moi je suis partant, j'aimerais ça que ça fonctionne. Hey, il dit on est en train de devenir le plus gros Canada. Fait que là, OK. Ça commence à sentir là, bon. Je rencontre. Ah oui. 2012, janvier, aux 24 heures de Daytona, je rencontre Joe Magri et Tony Page, qui sont mes commanditaires maintenant, qui sont WeatherTech Canada là, à l'époque, qui sont encore WeatherTech Canada maintenant. Là, j'ai rencontre aux 24 heures de Daytona, puis l'impact est bon, on s'entend bien. Et, David me dit après les 24 heures, LP, je te reviens avec ça. Excuse-moi, milieu février. J'étais en Floride, j'avais une maison là-bas avant. J'avais pas de maison au Québec, là, j'avais juste une maison là-bas. Et puis, je me fais appeler par David McNeil un soir. Puis là, je le vois sur l'afficheur, je fais comme, ça va être quoi ça? Ah, c'est comme l'appel du banquier. Là, ça a-tu passé ou ça a pas passé? Ça passe pas. Fait que là, je réponds, allô, c'est comment allô? ça va, David, tout ça. Puis, shake un peu. Là, ouais, c'est ça, mais son ton de voix était bon en partant. Là, c'est comme, OK, ça sent bon. Tu sais, d'habitude, il pourrait t'appeler avec un petit ton. Tu sais, salut le P. C'est pas que je t'aime pas. C'est pas que je t'aime pas. Ah oui. Fait que là, ça va bien, ouais, là, le ton était bon. Il dit, bon, là, le P, j'ai parlé avec le côté canadien. Il dit, on embarque. Il dit, j'ai même mis mon nom en arrière de ça. J'ai dit que s'il n'était pas satisfait après un an, que j'étais capable. Tu sais, que lui, David, disait ça, là. Il dit, je vais backer une partie du montant, puis il dit, LP, je crois en toi, puis je sais que tu vas être capable que ça fonctionne. Puis il dit, puis on s'était dit mutuellement avant, tu sais, on s'entend que c'est encore un win-win deal. C'est pas juste un love money check. Tu sais, faut que lui aussi ait une retombée. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Est-ce que tu as senti, parce que là, j'ai comme, depuis tantôt, tu me comptes ça, je suis nerveux, je suis content. Là, je viens d'avoir la nouvelle moussée avec toi, là, tu viens de me le compter, je me sens super bien. Mais en même temps, tout de suite, mon sentiment a été de me dire, la pression embarque aussi. Là, faut que tu gagnes. Là. Ben oui, faut que tu gagnes. Mais là, juste pour finir ce soir-là, là, il me dit, puis là, plus qu'il parlait puis qu'il m'expliquait qu'est-ce qu'il était en train de faire, qu'il embarquait puis qu'il me backait, puis là, j'étais comme... J'étais en dedans, me dit, OK, je vais pouvoir avoir ma chance de faire la saison complète. J'ai pas bien d'aval de fête encore. Là. J'ai fait juste 3 courses, puis j'ai eu des problèmes avec une voiture. La dernière fois, tu pleurais. Tu sais, pas que tu pleurais, mais à la fin, tu te disais, qu'est-ce que je fais ici? Là, je fais quoi ici? De Laval, je suis pas encore un pro de ça. Puis là, l'année d'après, là, cette année-là, il va falloir que j'apprenne vite. Là. Mais là, à la fin du téléphone, il dit en passant, il dit, t'as-tu une ride pour les 12 heures de Sebring? Non, j'ai pas de ride encore. Ben, il dit, ça te tente-tu? Tu vas conduire, tu vas faire les 12 heures de Sebring avec Cooper McNeil puis Lee Keane dans une Porsche Cup. Je dis, OK, pas de problème, moi, je suis dispo. Pas trop, je vais prendre pas de congé.
Hey, là, ce soir-là, genre... Ouais, là, ça allait bien. Là. Ah ouais, hein? Ouais, là, j'ai sauté pas mal haut ce soir-là. J'espère, hein, le sentiment de victoire à quelque part oui, aussi. Ben oui, là, ça, cette année-là, j'ai fait les 12 heures de Sebring. On a fini deuxième aux 12 heures de Sebring en Porsche Cup. Ça, c'était le fun, tu sais. Oui, les 24 heures de Daytona, c'est big, parce que c'est la même série, tu sais. T'as les prototypes autour de toi, t'as toutes les catégories. Nous autres, on est en GTD. GTC, c'est impressionnant quand même aussi. Moi, j'ai pu voir des courses de Porsche Cup, c'est assez impressionnant quand même. Oui, mais là, ça, c'est pas en Porsche Cup. C'est les 12 heures de Sebring. Donc là, t'es dans les courses d'endurance. T'as des prototypes. Là. OK, tu mixes tout ça. Moi, j'avais les Audi, les Peugeot. Avec moi, ça track. J'avais toutes les catégories. C'est tout mêlé. Non, ça roulait. Là. Puis tu sais, t'arrives, nous autres, à Sebring, mettons, tu sors du 16. Tu montes, ça va quand même très vite, une Porsche Cup, on s'entend. Mais ça fait partie d'une catégorie. Puis, dans tes miroirs, il n'y a rien dans juste avant de freiner, il n'y a encore rien dans tes miroirs. Puis tu commences à rentrer dans le virage. Puis les Audi, ils sont rendus autour de toi en sortant du 17. Là. Ah ouais, puis là, ça sent diesel. Dans ce temps-là, ça sentait diesel. Ils marchaient au diesel. Puis ils suivaient tout le temps les 4 ensemble. T'as des gros noms, le McNish, tout ça. En tout cas, ça, c'est une belle expérience. Tout ça pour dire que oui, c'était le départ, le début de tout ça. On avait fini deuxième aux 12 heures de Sebring. On avait failli gagner ça. Quand même, ça passait proche. Mais oui. Puis là, après ça, dans le fond, la carrière a commencé NASCAR. Là, tu t'es lancé officiellement dans le NASCAR après ça? Ben oui, ça a commencé en 2012, saison complète avec WeatherTech. Puis Bellemare comme commanditaire, Omnifab aussi qui est venu par la suite, mais tu sais, qui ça fait partie de notre gang. Puis on a beaucoup de commanditaires partenaires à Trois-Rivières qui nous aident depuis longtemps. Là. Trippant ça de sentir, tu trouves ça trippant de savoir qu'il y a des entreprises du Québec, des entreprises de Trois-Rivières de chez vous qui t'encouragent là-dedans? Tu sens-tu un bel appui local? Ben oui. Non, puis ça, j'en ai qui. La liste est immense. Là, si je pars, là, même encore en ce moment, nous autres, souvent on me demande qu'est-ce que je conduis comme voiture sur la rue. Ben, j'ai une Mitsubishi, mais c'est commandité par les concessionnaires de Trois-Rivières, les concessionnaires Dodge, Mitsubishi qui sont ensemble à Trois-Rivières, Bernier Crépeau puis Mitsubishi Trois-Rivières. Qui nous aident depuis longtemps. Mais tu sais, il y a une liste qui est immense là, de personnes qui nous aident, qui nous ont toujours supporté. Somavac qui est à Trois-Rivières aussi. Omnifab qui est une grosse compagnie par rapport à des machinage industriel. Les transports Bellemare qui sont là depuis 2000, même la fin des années 90 avec nous autres. Ils étaient là depuis longtemps, c'est oui, ça. Maskimo dans le temps. Tu sais, ça a été... Ah, puis je veux dire, je veux pas nous oublier, il y en a tellement. Là, c'est incroyable du monde qui nous ont aidés. Là. Tu parles de nous autres. Êtes-vous une grosse équipe derrière tout ça? Bien, en fait, dans Dumoulin Compétition qui court à temps plein, il y a moi. Puis il y a mon frère qui continue à faire quand même une coupe de course par année en NASCAR Canada. Cette année, il en a fait 2, une ovale et puis un circuit routier. Des fois, on prépare des voitures pour d'autres mondes. Ça dépend des années. OK. C'est très demandant, préparer pour d'autres personnes. Là, c'est le côté mécano qui embarque. Ben oui, puis ce qui est dur à trouver, c'est du bon staff. Du staff qui vont être fiables. Pas parce que le monde sont pas fiables. J'aime mieux utiliser le mot expérimenté. Ouais. Ça peut paraître simple des fois faire de la mécanique, mais si tu veux que ça soit bien fait, de la carrosserie, des moteurs, des transmissions, etc., c'est dur de trouver du monde qui ont toute l'expérience. J'imagine aussi qu'il y a quand même des particularités avec le fait que c'est une voiture de course. Là. J'imagine que là-dedans... Ben oui, exactement, c'est ça. Puis si quelqu'un veut venir apprendre, ben pour nous, ça peut être coûteux. Là. Ouais. De mes personnes, mes main guys, comme on dit, là, mais ceux qui sont en charge de plus de choses, s'il faut qu'ils enseignent à d'autres mondes pendant la saison, ben, ils perdent beaucoup de temps. C'est sûr. Puis ils peuvent pas passer le temps sur ce qui est primordial, nos voitures, puis les voitures qui font la saison complète. Ouais. Puis par la suite, ben, s'il y a des erreurs qui se font par du monde qui sont moins expérimentés, ça peut être très dispendieux. Ben oui, je comprends. On oublie de mettre de l'huile dans une transmission, ça peut paraître très anodin, mais ça peut arriver. Ouais. Ben, la voiture, elle s'en va sur la piste. Le pilote, lui, ça va prendre une couple de tours avant qu'il se rende compte que, t'as peu, elle commence à être stiff. Ouais, mais il est trop tard. Ouais, c'est ça. Elle est finie. On vient de la perdre. C'est ça. Tu parles de ton frère, Jean-François Dumoulin. Comment c'est la relation de vous deux en termes de frères pilotes de course? Avez-vous une belle relation ensemble là-dedans? Êtes-vous proches? Avez-vous... Ça prend des gants de boxe. Ouais, hein? non, mais pour vrai, j'imaginais ça. Je me disais, un souper de famille, là, vous autres autour de la table. Ah, c'est fascinant. J'imagine. Oui. Tant que ça? Ah ben oui. On va se dire les vraies affaires.
Non, mais peut-être pas juste ces courses-là. En jouant aux cartes, on est compétitif un peu trop des fois. Là, ça devient niaiseux. Mais on est peut-être moins pire en vieillissant. Là, mais quand on était jeune, on aimait bien ça, jouer aux cartes avec nos grands-parents puis tout ça. Puis ma grand-mère était compétitrice. Non, elle était compétitive, excusez-moi. Oui. On va dire en français. Et puis, mon grand-père aussi. Fait que, des fois, la bisbille pognait. Là, la zizanie embarquait à la table avec nos grands-parents. On dirait que ça... Non, mais c'est le sang. C'est le sang bouillant des on aime ça gagner. On aime ça gagner. Oui. Fait que, mais tu sais, on a eu du bon temps. Oui, on s'est ostinés, mais on est encore là tous les deux. Puis on travaille ensemble encore. Puis, je pense qu'on comprend de mieux en mieux qu'est-ce qu'il peut faire... allumer l'autre, comme on dit, puis on essaie de respecter ça, mais quand moi, je suis deuxième, là, fait que c'est sûr que mon père, il est le plus vieux de 2 frères, ben mon père, il y a une sœur aussi, là, mais elle est beaucoup plus jeune que mon père et son frère, mais mon père et son frère, il aimait ça jouer la game du premier et du deuxième, s'astiner, moi, je suis premier, toi, t'es le deuxième. Ouais, je suis le plus vieux, t'es le plus jeune. Ça peut niaiser de même, là, la chicane peut pogner de même, là. Fait que moi, je suis le deuxième, puis là, l'autre dit, moi, je vais tout le temps être premier. Tu vas voir, tu vas me voir dans la sortie de la cour, mais oui. Moi, puis mon oncle, des fois, on jouait aux 4 contre les 2 premiers, les deuxièmes contre les premiers, puis là, c'est le même que t'as de pogne. Puis en termes automobiles, avez-vous toujours coopéré ensemble dans les courses? Ça a-tu toujours été une belle... En termes de courses, j'imagine aussi qu'il doit en avoir un peu de la compétition. Oui, non, il y en a. À la fin de l'année, vous regardez vos chiffres de temps, c'est sûr, on peut pas croire. On s'entraide beaucoup. Ouais, que ce soit des contrats, des choses, de l'ouvrage, JF puis moi, on s'entraide beaucoup. Des fois, il y a des contrats que JF ne pouvait pas prendre qui me refilaient à moi, point du coaching. Même des courses que JF ne pouvait pas faire, il m'a aidé à trouver des rides. De mon côté, même chose. Il y a des coachings que je ne pouvais pas faire parce que, à un certain moment donné, là, moi, j'étais temps plein. Oui, je comprends. Puis par la suite, ben là, j'en refilais à JF, que ce soit des tricks par rapport à notre pilotage, quand on court un contre l'autre. J'ai vu que tu faisais ça de même ou tu devrais faire ça de même. C'est ça. Puis, tel virage, je le prends à telle vitesse, ça m'aide à telle... OK, parfait, on pourra peut-être changer des réglages sur ma voiture pour ça. On s'entraide beaucoup. Sur la piste, on se laisse pas beaucoup de place. On est capable de se frotter sans se sortir. Il ne faut pas que ça devienne niaiseux non plus parce que là, ma mère, elle sera pas contente. Non, mais. Ça, je te dis. Partie de Noël, ça sera pas beau. Non, mais c'est ça, j'imagine. Moi, tes parents, comment ils gèrent ça, votre vie de courseur? Les deux viennent nerveux, c'est sûr. Mon père, lui, c'était pas un fan fini de stock car en partant. Là, il a couru, je pense, en Mini Cooper Cup, c'est ça? Il a couru en mini, il a couru beaucoup en production. Il a fait ensuite de ça de la formule. Il a fait un peu de karting pour s'amuser. Mais mon père, c'était pas le genre, du nasty, là, de se rentrer dedans puis se bumper. Ce qui est un peu la culture du NASCAR à quelque part. C'est ça. Fait que lui, il aimait moins ça, ce bout-là. Mais là, je pense qu'il est un peu plus habitué. Mais en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'ils viennent nerveux, eux autres aussi, avant les courses. Ma mère, peut-être encore plus. Fait qu'elle vient moins. Elle nous suit à distance puis elle nous envoie des ondes positives. Je comprends. Mais... là, petite parenthèse, mon fils Louis a fait sa première course de karting la semaine passée. Karting Pointe-du-Lac, avec son petit birel de PSL. Il y a 9 ans. 9 ans, OK. Nous, moi, j'ai attendu plus longtemps. J'ai commencé sur le tard, je n'ai pas fait de karting. Y avait-tu l'intérêt, ton fils? Beaucoup. Oui, OK. Oui, puis il a bien fait ça. Puis, mais j'ai compris, là, les pratiques, c'est une affaire. On se pratique, puis c'est pas vraiment de compétition. Mais là, la compétition, là, les départs, puis après ça, je l'ai vu, puis il voulait, là. Puis, il courait après l'autre, puis il s'asseyait. Puis là, j'étais là, écoute, moi, j'ai parlé pas mal de dépassement, comment faire, mais j'espère que j'ai été précis. Puis là, lui, il n'a jamais fait de dépassement. Fait que là, ça me mettait sur une... Hey, mais c'est venu me chercher en dedans. Attends. J'ai dit, ma blonde était à côté. Elle dit, hip. J'ai dit, ma blonde, calme-toi. Là, mon autre fils, il venait à côté de moi, il dit, papa, tu sens l'adrénaline? Mon petit Victor était à côté de moi, il sentait que j'étais sur une nerf. Ça va bien, Victor, ça va bien. En tout cas, là, ma mère a dit, tu sais, c'est quoi qu'on passe à travers, tu sais? C'est ça, là, t'as vécu exactement ce que tes parents vivent. Ben, c'est ça, pour revenir sur le sujet que mes parents, ils ont dû en voir une puis une autre, tu sais, puis c'est stressant, j'imagine, mais beaucoup pour eux autres. Mais là... Tu l'as vécu la semaine passée. Ouais, là, je l'ai vécu à petit niveau, là. Ça a bien été, sa course? Oui, ça a bien été. Il a fini 3e, juste dans le derrière du 2e, là, pendant 5 tours à la fin, il s'essayait, mais au moins, il n'a pas été trop là, niaiseux de rentrer dedans pour le sortir. Puis bumper. Félicitations, première course, 3e. Ben oui, je suis super fier. Là. C'est le fun, là, ça veut dire que ça va bien? Ah oui, c'est moins fun. Non. Non, mais j'aime beaucoup. Je pense que le karting, c'est la meilleure école pour les enfants pour apprendre à conduire. Puis
c'est une belle passion, c'est un beau sport. Puis, c'est parfait pour lui faire des menaces là, pour continuer à être bon à l'école. Non, mais c'est un outil. C'est ça, c'est plus de karting. Ça me prend des A+, seulement, sinon ça fait plus de karting. On range le cadre pour la saison, tu sais. Non, mais tu sais, on rit bien, mais je pense que c'est une belle activité père et fils. Mais on prend pas ça, nous autres, non plus, au niveau, tu sais... Je te sens relax avec ça. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens dans le karting, c'est très intense. Ben, c'est ça. Le moment donné, il faut trouver l'entre-deux, je pense. Pas juste dans le karting, dans les sports en général, ça reste des enfants. Je veux qu'il y ait du fun, je veux qu'ils... Puis qu'ils apprennent pas juste le karting, puis comment être bon pilote, puis comment faire des dépassements, mais qu'ils comprennent le sportsmanship aussi, tu sais, être quelqu'un de cool, puis correct, puis pas trop frais, puis pas trop non plus te laisser passer sur le corps, tu sais. Dans à travers ça, puis à travers ça, il va se développer lui-même, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, lui, il vient au monde avec sa personnalité, puis il vient au monde avec ses défauts, puis ses qualités, puis c'est toutes sortes d'aspects. Fait que, tu sais, c'est un mélange de sa mère et moi, puis il va devenir, tu sais, je vais essayer bien l'enligner. J'imagine, là. Mais, c'est ça. Tu parlais que le karting, c'était bon, tu sais, pour les enfants de commencer par le karting. Mettons que je parle aux grands-enfants comme des gens de mon âge qui aimeraient ça continuer à se peaufiner dans la conduite, mais qui n'ont pas eu la chance de commencer jeune avec le karting et compagnie. C'est quoi, selon toi, une astuce de pilotage ou quelque chose qui serait intéressant de faire pour continuer à améliorer nos compétences derrière le volant? Bien, premièrement, juste finir le karting, je pense que pour les enfants aussi, c'est s'assurer qu'ils sont impliqués pour la mécanique, puis cleaner le kart, puis tu sais, la maintenance. Pas juste conduire. Pas juste papa, il fait tout le temps tout. Que le kid, mais je pense que puis ça va l'aider énormément pour son pilotage par après de comprendre la mécanique du kart, puis comprendre quand il change une pièce ou tel ajustement, qu'est-ce que ça fait. L'impact que ça donne. Oui. Puis là, ça devient mentalement une game avec ton enfant, puis ça l'éduque, puis c'est ça, le cerveau, c'est comme un muscle, il faut que tu le travailles, puis ça va, c'est le même qui va devenir... meilleur pilote, mais aussi ça va l'aider pour d'autres choses dans la vie. Apprendre la mécanique, c'est super. Moi. Vous autres, les grands enfants... oui, non, littéralement. Moi, je le dis encore, le karting, c'est là que moi, je m'entraîne beaucoup à Pointe-du-Lac, puis avec la gang de PSL karting. C'est comme une soupape pour moi. J'adore ça. Puis je pense que pour les personnes qui ont un besoin de vitesse, puis qui veulent vraiment avoir... pour leur argent, c'est la meilleure place encore où aller. C'est sûr, tu peux te monter une voiture pour aller faire du time attack ou aller faire du lapping. Ça aussi, c'est très, très bon. Oui, j'imagine. Hein? Puis tu peux prendre des cours de pilotage avec des pilotes. Tu peux prendre des cours de pilotage à Jim Russell à Mont-Tremblant. Il y a des écoles aussi de formule. Il y a toutes sortes d'écoles. Ça, c'est des bonnes façons pour aller chercher ta licence. Mais si tu veux faire du lapping puis t'amuser puis aller chercher ton besoin de vitesse, le karting, c'est ce qui est le plus rapide. C'est ce qui est plus facile à aller. Bien, ça coûte de l'argent, évidemment. Bon, toujours de l'argent relié avec ça. Toujours. Mais je trouve que pour l'argent investi en go-kart, tu vas vraiment aller chercher le maximum. Puis ensuite de ça, ça s'applique dans toutes sortes de courses que tu vas faire. Si tu veux pousser plus loin, l'aspect mental, l'aspect vision, l'aspect physique. Les charges de poids aussi. L'enjeu de ton poids sur le véhicule, moi, c'est mon problème. Je suis trop pesant. Ben, achète-toi un 125 shifter. Mais c'est ça, mais ça me prendrait ça. Je pense que c'est ça, il faut que je fasse. Ils sont durs à conduire. Ben, c'est ça, je suis trop pesant. J'embarque là-dedans. Moi, j'en ai une shifter, puis tu sais, quand t'arrives là, prends ton espresso le matin, mange tes pâtes le soir d'avant. Puis ça allume, là. Tu sais, toi avant un peu, puis ça allume. Si tu veux être capable de faire 15 tours en ligne, là, tant que ça coche. Là. Ah, ben oui. C'est le meilleur entraînement que t'as pas, là. Si tu veux. Je vais prendre une note, là. 15, shifter 125, PSL karting. Shifter 125, je pense en note direct. Karting, je vais prendre des notes parce que pour vrai, je vais magasiner. C'est intéressant ce que tu me dis là. Il y a des pistes qui sont plus dures que d'autres aussi. C'est sûr qu'il y en a qui, c'est rough. C'est extrêmement rapide. Tu as 6 vitesses, puis tu te retrouves à être capable d'être proche de la bonne vitesse dans chaque virage. Fait que tu as une accélération incroyable en sortant, puis en rentrant, tu as 3 freins. Tu en as un sur l'essieu en arrière, puis tu en as 2 en avant, des freins à disque. Puis quand tu freines avec ça, rapport de ton poids, ça puis la grippe que tu as au pneu du shifter, tu sais, tu veux sortir du kart au freinage. Là. Donc ça, c'est une manière de développer, c'est là. C'est magique. Merci, Louis-Philippe. Je vais prendre une petite note rapidement dans mon iPad. Ajoute-toi un protège-côte aussi. OK, parfait, protège-côte. Bon, vois-tu, je vais mettre une note aussi là-dessus. C'est très intéressant. Crois-tu que c'est possible de vivre de la course automobile aujourd'hui, en 2025?
Oui, c'est possible. Monte-toi des bons plans marketing pour t'assurer que tu as une bonne retombée. Puis je te dirais que ça a évolué énormément. Comment faire ton marketing? T'sais, moi, j'ai des amis qui m'ont aidé dans le temps. Oui, en commandite, mais je me rappelle des journalistes qu'on avait à Trois-Rivières, les Serge Lheureux, des Robert Martin, Frappier. Écoute, j'en oublie, là, mais tu sais, au Journal de Montréal aussi, on avait plein de monde qu'on connaissait là. Dans le temps, c'était ça. Ouais. C'était la télé, tu avais TVA, la radio. Tu avais Butcher, Tremblay, c'est quels les autres qu'il y avait au Journal de Montréal? En tout cas, c'est le monde qui couvrait les courses auto. Puis après ça, tu avais la TV. Fait que là, tu passais aux nouvelles, puis tu passais dans les journaux. Puis des magazines. La radio. Proposition, puis les magazines anglais. Radio, ben oui, radio évidemment. La radio, ça marche encore. Oui. La radio, ça marche encore. Les journaux, ils ont plus de misère, mais ça fonctionne encore. Oui. Ça fonctionne encore. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans mon temps, il fallait aller chercher ça. T'sais, les médias traditionnels. Oui, il fallait être là. Il fallait que tu te fasses parler de toi. Sinon, tu faisais pas partie des pilotes qu'il fallait continuer. En tout cas, au moins, ça nous aidait à aller dans nos plans marketing. Quand tu commençais là, jeune, tu avais des découpeurs de journaux, tu mettais ça dans des cahiers, puis regarde, on parlait de moi. C'était ça, là. On parle des années de 2000, début 2000. Il y a eu de la retombée, regarde, je suis dans le journal. Voilà. Mais là, maintenant, c'est imagine si j'ai une casquette avec ton logo, t'as arrêté dans le journal, toi aussi. Exactement. C'est ça que tu essayais de vendre, tu sais. Ben oui. Sauf que maintenant, ça a évolué énormément. Puis il faut que tu comprennes ça, que le marketing est différent avec tous les réseaux sociaux. La façon d'exposure tu peux en donner, mais il faut que tu travailles fort là-dessus. Il faut que tu sois bon dans tout. C'est bien bon à donner, mais il faut qu'il y ait une retombée, comme tu disais tantôt. C'est du win-win. Ben oui, puis pour les jeunes pilotes, là, je sais c'est quoi. Moi aussi, je suis nerveux quand j'arrive pour aller faire une entrevue ou un ci ou un ça. Mais il faut que tu deviennes bon à ça. Moi aussi, j'étais gêné puis ça me tentait pas. Toi, t'avais chauffé un char, pas parler derrière un micro. Nous autres aussi, c'est tout le char qu'on veut chauffer. Ben oui. Puis tu sais... Mais il faut que tu deviennes bon à tout si tu veux avoir les retombées pour tes commanditaires. Il faut que tu deviennes bon en marketing, que tu comprennes l'autre aspect de la course auto. Puis si tu comprends ça, il y a des méchantes bonnes chances que tu vas être capable de pouvoir mettre les deux ensemble puis bien performer. Mais si tu fais juste dire, moi, je suis bon chauffé, je suis meilleur que l'autre. OK, mais lui aussi, il pense la même affaire que toi. Là. Tout le monde... il n'y en a pas un qui pense pas ça. La course auto, on pense tous qu'on est le meilleur. Là, puis le problème qu'on a, c'est qu'on dépend de l'auto. Au moins, mettons, au tennis... Je vais t'acheter pour 30 000 $, de raquettes. Là, demander, il va en avoir une qui va être popée pour toi. Ben, je te le souhaite, honnêtement, parce qu'après ça, c'est un mauvais investissement. D'aller faire d'autres choses. Tu vas t'acheter un Chevrolet Track, ça coûte moins cher. C'est ça, mais nous autres, là, on ne peut pas faire ça. Nous autres, les voitures, ils évoluent tout le temps, les setups changent tout le temps. Avec, c'est pas, Je comprends tout à fait. Puis, tu parlais justement de la voiture, des difficultés. Tu as eu une grosse saison cette année, je pense, par rapport à ça. Ben, ça n'a pas été facile. En 2025, en tout cas. Oui, 2025, c'était en dents de scie. On a eu des belles performances, des beaux podiums. Quand ça allait bien, ça allait bien. Par contre, on a eu des bad luck, on a eu des... Écoute, on s'est fait rentrer dedans 2 fois dans la même soirée à London, en Ontario. Ah oui, hein? Des stratégies. Des bons impacts ou des... Des bons impacts, assez, pour finir la course là, puis c'est terminé. Mais tu sais, quand tu finis un puits, les points, t'en fais pas, puis les bourses, t'en fais pas non plus. Fait que ça a été dur. Les ajustements, on s'est cherché quand même pas mal en ovale. Puis l'autre chose qui est dure en milieu de saison, ces voitures-là, ils ont... je dirais, de l'ADN. Il y a des suspensions ou des points d'attache de suspension en milieu de saison, tu ne peux pas te mettre à déshabiller la voiture et tout changer. Il faut que tu deals avec ce que tu as. Puis je pense qu'on s'est tiré un peu dans le pied par rapport à ça cette année, mais on est capable de revenir plus fort l'année prochaine. Par contre, on focus sur les bonnes shots. On a bien performé en circuit routier. Même en aval, on a réussi à bien performer dans l'Ouest. Fait qu'on s'accroche quand même à ça en sachant qu'on est capable de virer en avant. On est capable de se battre en avant encore pour la victoire. Il faut juste qu'on fasse nos devoirs comme il faut pendant l'hiver, puis revenir plus fort l'année prochaine. On l'a prouvé, on a gagné 3 championnats en NASCAR Canada, on a gagné des courses, on a bien fait, on a réussi à se tenir à l'avant, évidemment, dernièrement, mais il manque la petite coche. Puis, écoute, tout le monde travaille, hein? Toutes les équipes sont fortes. Ceux qui sont en avant en ce moment, des DJ Kennington, la gang arrangée qui ont cliché avec eux autres, Camira qui est très bien faite, évidemment, avec son équipe. C'est des équipes qui sont fortes. Il ne faut pas penser que parce qu'on est au Canada, nous autres, on a une petite série de fonds de cours. Là. Non. Ça course. Ça course, puis c'est compétitif. Puis les pilotes qui sont là sont très bons. Les équipes qui sont là sont très bonnes.
Tu peux pas te permettre de faire des grosses erreurs par rapport à tes réglages puis tes stratégies. Puis des fois, comme on dit, tu flippes le coin. Tu essaies de quoi, puis ça ne fonctionne pas. Exemple, à mon sport, début de course, il y a plusieurs drapeaux jaunes. On est en avant. Notre stratégie, on aurait dû juste mettre les 2 pneus de gauche. On a calé, regarde, on va mettre les 4 juste avant le restart. Mais tu sais, il y avait tellement eu de drapeaux jaunes avant. On s'est dit, on va en avoir dans les 5-10 prochains tours, des drapeaux jaunes encore. Fait qu'on a décidé de rentrer, mettre nos 4 pneus. Nous autres, ça va être terminé nos arrêts au puits. Mais il n'y a pas eu de drapeau jaune pendant 18 tours ou 16 tours, je ne me rappelle plus, par la suite. Fait qu'on a perdu le field, puis on a manqué de temps à la fin pour être capable de revenir pour se battre pour la victoire. Parce que tes pneus t'ont ralenti, dans le fond, c'est ça? Non, oui, en fait, on n'aurait pas dû changer nos pneus à cette fois-là. On aurait dû attendre comme tout le monde. On était jeté dans le paquet. Avant que j'entre dans les puits, j'étais dans le top 7. Là. Mais après ça, il n'y a pas eu de ralentissement, fait que tu n'as pas réussi à regagner. Il n'y a pas eu de drapeau jaune pour être capable de revenir avec le peloton. Puis, c'est arrivé, mais beaucoup trop tard. Il manquait de tours à la fin pour être capable de faire ce qu'on voulait parce que t'es quand même limité qu'un nombre de tours. Mais oui. Donc, c'est un peu ça cette année. Ça arrive. Comment tu te sens après ça? T'es-tu frustré? Comment tu te sens où tu te dis, regarde, c'était ça, on tourne une page, puis on recommence. Ce que je comprends aussi de la course, c'est qu'on dirait qu'à chaque année, tu repars à zéro. Tu es tout le temps en train de repartir un peu avec ton auto, avec ton équipe aussi. Comment tu te sens après une saison de même? Oui. Là, je mets ma poker face. Là, mais... oui, t'as l'air de gars. Non, j'ai pas envie de bluffer avec toi au poker. Là. Écoute, je m'accroche au positif. On a bien fait. On a plusieurs courses. On s'est bien battu à l'avant. On a fait des podiums. On n'a pas fait juste ça. On a fait une coupe. On s'est battu dans le top 5 souvent. On est là. Mais je suis pas un gars de top 5. Moi, je veux gagner. Fait que c'est sûr que là, bon, on jase, on a du fun. Je suis capable de tourner là. Je suis capable de changer mon mood. Mais le soir, quand j'arrive tout seul dans ma voiture, puis je repense à ce qui s'est passé, puis comment on aurait dû faire les choses différemment, ou comment je me casse la tête, puis je me creuse la tête pour trouver des nouveaux réglages. Puis ça, évidemment, qu'il y a encore, une petite saveur amère. Sour taste, comme on dit en anglais. Excusez-moi, là, je me promène un peu, mais oui, une petite saveur amère, exactement. C'est... je ne l'ai pas tout avalé encore, puis je pense qu'elle ne sera pas tant qu'on n'arrivera pas l'année prochaine. Comme tantôt, je m'en venais, je me disais, hey, l'hiver va être long. Là. Ah ouais, hein? J'ai hâte que ça recommence. J'aurais pris une couple d'autres courses pour être capable de. Ça vient de finir. Oui, ça vient de finir. C'est récent. Puis là, t'as déjà hâte. Cet hiver, on se prépare comment pour la prochaine saison? Ah, ben là, on fait beaucoup d'analyses, d'ajustements, des suspensions. Nos moteurs, nos transmissions, il y a beaucoup de maintenance à faire. Les moteurs sont bons pour un certain nombre de millages, donc il faut les refaire. Même chose avec les transmissions. J'ai une très bonne équipe. Écoute, c'est pas parce qu'on n'a pas du bon monde. On cherche certaines affaires aussi pour s'améliorer. On va faire peut-être un peu justement du testing les prochaines semaines. Retourner en piste avant de défaire les voitures. Puis faire des tests justement. Faire des tests. Une couple de choses, une couple de questionnements qu'on se pose. Il y a on a des systèmes d'acquisition de données qu'on peut utiliser en testing privé seulement. On ne peut pas utiliser des systèmes d'acquisition de données en fin de semaine de course. OK. Donc là, ça, c'est tous des systèmes qu'on remet sur la voiture, des mesures de suspension, des mesures d'accélération, freinage. D'accélération, freinage, la hauteur de la voiture. Puis ça va plus loin aussi, des RPM, la vidéo dans la voiture, mais aussi des barres de torsion, si on est capable d'analyser comment il y a de load, de pression sur les barres de torsion. Donc, tout ça, c'est des données qui s'analysent, puis ça prend du temps à analyser. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Ah ben, Seigneur, moi, j'avais encore bien du temps. J'aurais pu... C'est bien court, vos affaires. On va devoir s'en parler, c'est sûr. On a bien d'autres choses à jaser. On va te suivre pour la prochaine saison qui s'en vient. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine saison? Des victoires, puis un autre championnat, évidemment, mais on va commencer par des victoires, puis... Être toujours en position pour être en avant. C'est ça qui est le fun, sentir que la performance est là puis qu'on peut vraiment se battre pour gagner. C'est notre but ultime. Ben écoute, tout le podcast RPM te souhaite des victoires et le championnat si c'est ça qu'on a. Donc, bonne prochaine saison, Louis-Philippe. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Vraiment très agréable. Et bien sûr, comme à l'habitude, je veux vous remercier d'être à l'écoute du podcast RPM. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. J'espère que vous avez beaucoup aimé l'épisode d'aujourd'hui, comme moi, je l'ai aimé. Je veux aussi remercier nos partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et
Oxio d'être présent. Merci infiniment. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce magnifique podcast. Donc moi, je vous dis à très bientôt et restez bien branchés parce qu'à la semaine prochaine, on vous présente tout de suite un autre épisode du podcast RPM. Bye bye! Ce podcast vous a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Oxio, vendez sans tracas.